Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande édition de ce lundi. À la présentation, moi-même, Michel Iradukunda. L'Office rwandais pour la sécurité sociale, RSSB, a lancé un nouveau mécanisme de financement destiné à soutenir les petites et moyennes entreprises, baptisé SME Growth Fund. Ce fonds démarre avec un capital initial de 30 millions de dollars américains, avec l'ambition de croître progressivement pour atteindre, voire dépasser les 100 millions. Cette initiative s'inscrit dans une volonté claire de renforcer l'accès aux ressources financières pour un secteur clé de l'économie nationale. En effet, une étude menée dans cette district répartie dans 4 provinces ainsi que la ville de Kigali par l'Institut de recherche et d'analyse des politiques IPAR Rwanda a mis en lumière les difficultés persistantes d'accès au crédit. Selon cette enquête, 36% des micro, petites et moyennes entreprises peinent à obtenir des financements contre 38% qui succèdent plus facilement. Ce constat a souligné l'existence d'inégalités et de contraintes structurelles dans le système de financement actuel. Dans ce contexte, le fonds est particulièrement salué par de nombreux jeunes entrepreneurs qui ont dénoncé depuis longtemps les obstacles à l'obtention des crédits. Parmi ces défis figurent notamment l'exigence des garanties souvent inaccessibles, des taux d'intérêt élevés, ainsi que des procédures longues et complexes. Pourtant, les SMSE représentent 98% des entreprises au Rwanda, emploient plus de 2,5 millions de personnes et contribuent à hauteur de 33% au produit intérieur brut, selon les données du ministère du Commerce et de l'Industrie. Face à ces enjeux, les experts en économie ont appelé les institutions financières à revoir leurs pratiques en assouplissant les conditions d'octroi de prêts. C'est dans cette dynamique qu'un accord de 30 millions de dollars a été signé avec la société Enanco Capital, chargée de la gestion du fonds. Ainsi, le Rwanda SME Growth Fund vise à faciliter l'accès au crédit pour les entrepreneurs afin de stimuler leur investissement. Plus largement, cette initiative participe à une stratégie de renforcement du secteur privé avec pour objectif la création d'emplois, l'expansion des entreprises et l'augmentation de la production des biens et services destinés au marché local et international. Et en octobre 2025, le ministère de la Santé a lancé un programme d'utilisation de nouveaux médicaments contre le paludisme. Traditionnellement, les patients étaient traités avec le Coartem, mais le ministère de la Santé a indiqué que l'utilisation prolongée du même médicament peut entraîner une résistance du parasite responsable du paludisme. Nous avons opté d'octroyer un médicament par zone et à la fin de l'année, nous interchangeons les médicaments entre zones. Nous faisons cela pour que le parasite dénommé Plasmodium ne puisse pas s'habituer à un seul médicament et créer ainsi une résistance au traitement. C'est la raison de cette rotation, éviter la création d'une résistance au traitement et que les parasites puissent résister à ces traitements. Le programme d'assurance maladie communautaire connu sous le nom de mutuelle de santé a permis au Rwanda de se hisser à la 4e place en Afrique parmi les pays offrant un meilleur accès aux services de santé. C'est ce que révèle le rapport Number Quality of Life Index. Plus de précision avec Jean-Benoît Michel. Les citoyens bénéficiant de ce système depuis plusieurs années saluent une initiative qui leur a permis d'accéder en soins à moindre coût. On ne peut pas dépasser 30 minutes de trajet car les centres de santé ont été rapprochés des populations, comme je le constate moi-même. Dès que vous avez la mutuelle de santé, vous vous faites soigner à moindre coût. Vous ne restez pas malade à la maison. Vous vous rendez directement au centre de santé et on vous accueille. On vous soigne, on vous donne des médicaments et vous rentrez guéri. Selon ce classement sur la qualité de la vie, le Rwandais occupe la 4e place en Afrique, derrière la Namibie, le Botswana et l'Afrique du Sud, avec un indice de 122,13.
ce qui traduit un niveau de vie globalement satisfaisant. Le directeur de la santé publique au ministère de la Santé, Dr Oreste Tuganeyezu, estime que ces résultats sont justifiés. L'un des premiers résultats visibles, également reflété dans ce rapport, est la baisse de la mortalité maternelle qui est descendue à 105 décès pour 100 000 naissances. Ce chiffre devrait continuer à diminuer à mesure que les services de santé s'améliorent. La mortalité infantile a également reculé, même si des efforts restent nécessaires. Les décès des enfants de moins de 5 ans ont diminué, tout comme les cas de malnutrition chronique. Ce rapport met en évidence les résultats des efforts du gouvernement pour améliorer les services de santé. Le rapport souligne également l'impact positif des investissements du secteur privé dans les structures de santé qui viennent compléter les services publics. L'an dernier, les cotisations des membres de la mutuelle de santé s'élevaient à 31 milliards de francs rwandais, soit 34% des dépenses totales de la santé. Pourtant, au cours de 10 dernières années, les coûts de prise en charge ont augmenté, passant de 39 à 98 milliards de francs rwandais, alors que les cotisations n'avaient pas été ajustées jusqu'à leur récente révision. Les infrastructures de santé sont multipliées. Aujourd'hui, plus personne ne parcourt 10 km pour accéder aux soins. Par ailleurs, l'espérance de vie, qui était 45 ans il y a 25 ans, est passée de 70 ans aujourd'hui. Cela montre clairement l'impact du service de santé sur cette évolution. Dans cette dynamique, le gouvernement, à travers le programme NCT2, prévoit de réduire davantage la mortalité maternelle à 60 décès pour 100 000 naissances, ainsi que la mortalité des enfants de moins de 5 ans à 20 pour 1000 enfants. Il ambitionne également de ramener le taux de malnutrition chronique à 15%. La mise en œuvre de ces objectifs nécessitera un investissement estimé à 4,2 milliards de dollars. Les personnes qui possèdent des caméras de surveillance ou encore CCTV, que ce soit à domicile ou sur leur lieu public, ont affirmé qu'elles réduisent les risques d'insécurité car elles permettent de suivre ce qui se passe dans les zones où elles sont installées. La Rwanda National Police ou encore la police nationale a rappelé également que la sécurité commence par chacun et encourage toute personne qui en a les moyens à adopter cette technologie pour prévenir les crimes. Dans différents quartiers de Kigali, certains commerçants ayant installé des caméras sur les lieux de travail ont indiqué qu'elles les ont aidés à réduire les vols et à surveiller leur activité même en leur absence. Fatouma Mbarushimana, qui exerce à Nyamirambo, ainsi que Faustin Gato, actif à Remera, ont confirmé les nombreux avantages de cette technologie. Les particuliers équipés de ces caméras dans leur maison ont expliqué également qu'elles leur sont utilisées la nuit et lorsqu'ils sont absents, car ils peuvent surveiller à distance ce qui s'y passe. Le responsable de la diffusion des connaissances en technologie au sein de la Rwanda ICT Chamber, Mtina Ouassé, a souligné que l'augmentation du nombre des caméras contribue également à la prévention de la criminalité. De son côté, le porte-parole de la police nationale, Boniface Lutikanga, a rappelé que chacun doit jouer un rôle actif dans sa propre sécurité. Les caméras venant en appui. Les caméras de surveillance ont en commun le fait d'utiliser Internet pour contrôler et transmettre des informations sur un lieu donné. Certaines sont visibles et facilement identifiables, tandis que d'autres sont intégrées, par exemple dans des lampes d'intérieur, tout en continuant à enregistrer des images de leur environnement. Et le gouvernement du Rwanda a prévu d'investir 127 milliards de francs rwandais dans les zones industrielles de Muhanga, Bugesera, Rwamagana et Musanze. Cet investissement devrait permettre au pays de générer plus de 1400 milliards de francs rwandais d'ici 2029. Pour l'exercice budgétaire 2025-2026, l'État a déjà investi environ 10 milliards de francs rwandais dans ces 4 zones industrielles.
Les industriels installés à Muhanga et Bugesera ainsi que les consommateurs de leurs produits ont salué les progrès réalisés en matière de qualité. D'ici 2029, ces zones industrielles devraient créer 63 507 emplois. Les premières activités industrielles ont déjà commencé et dans le cadre du deuxième programme national de transformation NST2 qui s'étend jusqu'en 2029, le gouvernement rwandais a prévu donc d'investir ces 127 milliards de francs rwandais dans des zones industrielles mentionnées. Cependant, depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui, seulement 27 milliards de francs rwandais ont été mobilisés, soit 10,7% du budget au total, estimé à 252 milliards de francs rwandais. L'expert en économie Gide Karuranga a souligné qu'avant la création de telles zones, il est essentiel de mener des études approfondies afin d'évaluer les besoins des industries locales et les perspectives du marché à long terme. De son côté, le ministre du Commerce et de l'Industrie, Prudence Sebahizi, a expliqué que le gouvernement collabore avec le secteur privé pour développer des infrastructures dans ces zones. En 2025, le secteur industriel a enregistré une croissance de 11%, dépassant les prévisions de 9,5% fixées dans le NST2. Enfin, la Kigali Special Economic Zone, située à Masoro, a elle seule exporté des produits d'une valeur de 290 millions de dollars et offre des emplois permanents à plus de 22 000 personnes. Et dans un contexte où l'information circule à une vitesse sans précédent, les défis liés à la désinformation et au discours de haine et aux stéréotypes médiatiques deviennent de plus en plus complexes et préoccupants. Face à ces enjeux, il a été essentiel de renforcer les compétences des professionnels des médias, véritables piliers de la cohésion sociale et de la démocratie. Plus de précision là-dessus avec Patrick Nilidanti. Cette formation comprend une première journée dédiée à la mise en perspective historique des mécanismes de la désinformation, de ses auteurs et de ses narratifs. Le cas du Rwanda sera notamment mis en avant en insistant sur les phénomènes croissants des discours de haine qui se multiplient dans la région des Grands Lacs. Le reste de la formation sera dédié à des exercices pratiques visant à débusquer les fausses informations, en initiant les journalistes à l'utilisation des outils tels que ChatGPT, Transfish d'OpenAI, Chatbot Claude et bien d'autres, ou encore le décodeur du journal Le Monde. Lors de l'ouverture de la formation de ces questions destinées aux journalistes et travaillant pour différents médias au Rwanda, l'ambassadrice de France au Rwanda, Aurélie Royen-Goudin, a souligné que le meilleur moyen de combattre les discours de haine est de dire la vérité, en particulier pour les journalistes, figure de confiance du public. La lutte contre la désinformation et contre les discours de haine qui sont pernicieux, qui fracturent les sociétés, pour nous c'est clairement une priorité dans notre politique dans le monde entier. Et ici, évidemment, au Rwanda, ça prend une dimension particulièrement importante et urgente, alors qu'on voit encore une idéologie mortifère qui existe encore. Donc on a voulu soutenir ce projet de formation avec Médias et Démocratie, avec l'organisation des journalistes francophones du Rwanda, pour se dire, voilà, la meilleure façon de lutter, c'est une meilleure formation des journalistes pour une meilleure information du public. Et ce qui est important, c'est que les journalistes doivent être formés, par exemple, au fact-checking pour pouvoir débusquer et dénoncer les informations trompeuses. Ils doivent être aussi formés à tout ce qui est la vérification des sources pour pouvoir remonter et voir d'où vient une information malveillante et comment on peut essayer d'apporter un contre-discours, de lutter contre les attaques informationnelles. Donc tout ça, c'est des éléments techniques, ça s'apprend. Je pense que pour tous les journalistes, on ne le sait pas forcément par soi. Et vous parliez de responsabilité, je crois que vous avez absolument raison. Oui, la responsabilité de la presse est très grande dans une démocratie parce que le public vous fait confiance. Il sait que vous êtes des journalistes formés, professionnels, avec une éthique professionnelle et que l'information que vous donnent les médias est considérée comme fiable, digne de confiance par rapport à celle qui est sur les réseaux sociaux où n'importe qui peut écrire n'importe quoi. Donc c'est là, et je pense, vraiment une vraie responsabilité de la profession de journaliste
qui est lourde, c'est pas simple. Et c'est pour ça que tout ce qu'on peut faire pour aider les journalistes à faire face à cette responsabilité, nous essayons de le faire à la mesure de nos moyens. Effectivement, on a voulu aussi que cette dimension-là soit insérée dans le projet monté en partenariat. Ce n'est pas uniquement notre projet, c'est vraiment un partenariat. Parce qu'il nous semble que et le Rwanda et la France ont fait un choix de miser beaucoup sur l'intégration professionnelle des femmes dans tous les secteurs de la société et que l'égalité, c'est pas inné, ça se travaille, notamment dans la profession médiatique, dans la profession de journaliste, pour que les femmes puissent avoir accès à l'ensemble des professions des médias, aux responsabilités, et puis aussi à l'ensemble des sujets, que ce ne soit pas uniquement les questions féminines traitées par des femmes, si vous voyez comment. Donc ça nous paraît important, et puis aussi dans la progression de carrière des femmes. Je crois que la formation telle qu'elle a été conçue par Médias et Démocratie et l'OPFR aussi se concentre beaucoup sur la déconstruction des stéréotypes de genre, parce que là aussi c'est un sujet pour lequel les journalistes ont une grande responsabilité, parce que si on entretient des stéréotypes sur les genres, le public va les voir, être habitué, c'est ce qu'il va lire ou écouter quotidiennement. Donc c'était important pour nous d'avoir aussi cette dimension, parce qu'elle est importante aussi pour la cohésion d'une société. Et plus l'égalité homme-femme est grande, et mieux la société se porte, à notre avis. Donc on était content de s'insérer dans cette priorité qui est également celle qui existe dans la stratégie Rwanda 2050 et dans la façon dont les médias rwandais veulent se développer. Le président directeur général adjoint de l'Office rwandais de la gouvernance, RGB, Dr Osengemukiza Félicien, a déclaré que la formation des journalistes contribue à leur professionnalisme et répond aux objectifs plus larges du pays qui visent à fournir aux citoyens les informations nécessaires et les connaissances. La formation de ce genre, c'est une bonne opportunité pour nos journalistes rwandais de pouvoir améliorer leurs connaissances, leur expérience dans la profession du média. Parce que dans le temps, nous avons, comme dans tous les autres secteurs, le secteur du média aussi a été frappé, a été victime des conséquences du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994. Pour dire que nous avons vraiment de bâtir un média professionnel basé sur le professionnalisme et aussi sur l'information fiable et fondée sur les réalités. La région où nous nous trouvons, c'est la sous-région où le Rwanda rencontre pas mal de médias de haine et puis des informations fondées sur la haine et la misinformation. Donc c'est au rôle de nos médias rwandais de pouvoir bâtir et construire un média qui est solide, réel et crédible, fondé sur la réalité. C'est pour ça que cette formation est très importante pour nos journalistes dans tous les domaines. Et j'insiste aussi sur la promotion des femmes et des journalistes. Parce que pas seulement dans ce secteur de médias, les femmes ont été marginalisées dans plusieurs secteurs. Donc c'est le moment opportun de pouvoir promouvoir les journalistes féminins dans ce domaine pour pouvoir montrer leurs capacités et compétences dans le professionnalisme au même niveau que les garçons. Cette formation est organisée grâce à un partenariat entre MED, Médias et Démocratie, l'OPFR, l'Organisation de la presse francophone au Rwanda, avec l'appui financier de l'ambassade de France. 15 journalistes issus des différents médias au Rwanda qui couvrent principalement des sujets en langue française suivent actuellement cette formation, la première phase, visant à renforcer leurs compétences en matière de lutte contre les discours de la haine et la désinformation. Et c'est sur ces images que nous clôturons cette grande édition au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation. Je vous remercie. Bonne poursuite des programmes de la télévision rwandaise.